c'est Elric Legloire, créateur du podcast The CES Game et responsable de la prospection de TalkPush. Merci de nous rejoindre pour ce nouvel épisode. Aujourd'hui, je reçois Erwan Gauthier, directeur des ventes chez Ornicar. Donc bienvenue Erwan et merci d'être avec nous. Ça va comment aujourd'hui? Salut Eric. Bah écoute, ça va très bien, confiné, mais tout va bien, on survit. Vous êtes à combien de journées là de confinement? Je sais même pas si on compte en jours ou pas, c'est comme sur les En murs d'une semaine? prison, tu sais, où tu mets Ouais. des barreaux là. Ouais, ça doit faire 5 semaines, j'imagine. Je sais plus trop, c'est un peu une espèce d'espace-temps un peu chelou, donc ouais, cinq On, semaines je crois. on perd la notion du temps un petit peu. Ouais, un peu, ouais. Donc aujourd'hui, on va parler de l'image des commerciaux, ou devrais-je dire des bizdev, justement. Donc c'est un sujet super intéressant et on va en parler donc avec Erwan. Mais avant ça, est-ce que tu peux te présenter, nous raconter comment t'en es arrivé là? Ouais, bien sûr, avec plaisir. Moi j'ai 25 ans, ça fait 6 ans que je travaille. J'ai fait 3 ans d'alternance dans le digital majoritairement. J'ai bossé 2 ans pour un groupe hôtelier dans le digital et après j'ai été key account manager dans une boîte qui s'appelle DocaPost qui globalement vend des prestats d'accompagnement à des boîtes du CAC 40 sur l'innovation. Pardon, j'ai oublié de préciser, sur l'innovation. Donc ça, j'ai fait ça pendant 1 an et donc j'ai été diplômé en 2017, 18, 17 et j'ai monté une boîte qui s'appelait Alchimie. Globalement, moi, je suis un gros fan de sneakers, donc de baskets qu'on porte au pied. Et les cordonniers en 2018, et c'est toujours le cas en 2020, ne savent pas du tout nettoyer ou réparer une basket, alors que 80% des jeunes d'aujourd'hui portent des baskets. Donc c'était un peu dommage. Et donc on a monté une plateforme qui permettait de pouvoir donner ta paire à un alchimiste, comme ça qu'on les appelait, qui pouvait nettoyer, réparer et customiser tes baskets. Donc nous, on était la plateforme au milieu. Et tu déposais ta paire en point relais, on récupérait ta paire, on faisait toute la presta dessus, et tu récupérais ta paire dans le même point relais. On a fait ça pendant 1 an et demi. On a eu un peu plus de 4000 clients, un peu plus de 60 alchimistes en France. C'était une super aventure, super chouette. Et puis j'ai rejoint Ornicar mai 2018, où je m'occupe et je m'occupais et je m'occupe toujours de la partie de business développement chez Ornicar. Et donc peut-être on en reparlera un petit peu après, mais en gros je m'occupe de générer des leviers qui créent de la croissance et qui créent du revenu pour Ornicar. Des leviers plutôt offline, du coup, plutôt bizdev. Et donc ça, je le fais depuis 2 ans avec une équipe de 5 personnes. Voilà. Et petite question justement avant de rentrer de rentrer sur le sujet d'Ornica. Pourquoi tu avais arrêté ton entreprise justement? Alors, pour 4 raisons. La première, c'est qu'on était trois, puis on a été deux, puis j'ai été un. J'ai été un pendant 8 mois. Donc, c'était mentalement un peu éprouvant. Donc, c'était la première raison. La deuxième, c'est que le marché de la sneaker, c'est un marché qui est très, très restreint. Euh, enfin, en tout cas, en France. Aux US, c'est pas le cas, mais en France, c'est le cas. Donc, notre produit s'adressait vraiment à des passionnés de basket et il n'y en a pas 70 millions en France. Donc, complètement, le marché allait arriver à une taille critique et on l'avait déjà anticipé. Deuxième raison. Troisième raison, c'est que on a essayé de lever des fonds, ça n'a pas marché. On arrivait à court de cash, enfin, on n'avait pas de cash du tout, mais on n'arrivait pas à passer le step d'après, il fallait qu'on lève. Et pour les raisons que je t'expliquais juste avant, le marché était mal compris, trop restreint, et du coup, pour lever, c'était très, très compliqué. Et puis, Ornicar s'est présenté aussi, donc c'était aussi une raison pourquoi j'ai arrêté, c'est qu'Ornicar s'est présenté et que l'occasion a été belle parce que aujourd'hui, enfin, j'ai l'impression d'entreprendre dans une boîte, donc ça c'était cool. Et ça faisait la belle transition avec Alchimie à l'époque, quoi. Ouais, du coup, ça fait pas mal de changements et tu continues toujours dans le côté entrepreneurial directement au sein d'Ornica. Ouais, c'est ça. C'était un peu aussi un déclic pour moi. Je voulais pas du tout retomber dans un salariat à 100%. Et du coup, j'ai trouvé un entre-deux qui est pas dérangeant, qui est de créer un levier, créer un pôle, créer tout ça. Et ça, c'était cool. Et du coup, tu peux nous expliquer un peu bah, justement ton équipe euh, avant de rentrer dans le sujet de comment tu as construit ton équipe, Mhm. le produit qu'avant pour donner un peu le Ouais, contexte parce que bien sûr. généralement sur le podcast, les personnes qui passent, ce sont des personnes qui vendent des produits B2B, donc ça peut être des ventes transactionnelles comme des ventes complexes, donc Mhm. vente PME jusqu'à vente grand compte. Donc Ouais, ce serait bien d'avoir un peu le contexte en fait pour... bien sûr, bien sûr. Ornicar, pour l'histoire, c'est une auto-école en ligne. On est la première auto-école de France aujourd'hui. On vend un produit code
à 29,90 qui permet de s'entraîner au code de la route en ligne totalement. Et ensuite, on vend un produit conduite. Donc, les gens apprennent à conduire avec Ornicar, avec un réseau d'enseignants partenaires partout en France. Euh, et donc, on délivre un peu plus de 90 000 heures de conduite par mois. Et il y a 35% des gens en France qui passent la peine avec nous. Voilà. Ça, c'est ce que Ornicar vend. Et donc, il y a une équipe chez Ornicar qui s'appelle l'équipe Revenu, qui, comme son nom l'indique, génère du revenu côté candidat. Et une équipe qui s'appelle Supply, qui est du coup l'autre côté de la marketplace, qui elle va plutôt chercher à onboarder un maximum d'enseignants partenaires pour permettre au réseau de pouvoir s'étendre et de pouvoir encaisser un maximum de candidats, etc. etc. Moi, je travaille sur l'équipe Revenu, donc côté candidat. Et donc, il y a deux équipes dans l'équipe Revenu. Une équipe Performance Marketing, qui, comme son nom l'indique, traite des leviers de performance, SEO, SEA, Facebook Ads, Google Ads, CRM, display, enfin tout ce qui va être à la perf. On gère également la télé comme média à la perf. C'est assez particulier chez nous, mais la télé est un gros levier pour nous et on arrive à gérer à la perf. Donc ça, c'est super intéressant. Donc ça, c'est l'équipe d'Olivier qui gère cette partie-là. Et puis, il y a une autre partie, j'y viens, dont je m'occupe, qui est l'équipe business développement. En gros, notre rôle, il a trois gros axes. Le premier, c'est d'essayer de crédibiliser Ornicar un maximum. On est une plateforme en ligne pour un produit qui, historiquement, ne l'a jamais été. Et en fait, les gens ont tout de suite eu besoin de retrouver du réel, du concret, et du coup, de rendre physique une plateforme en ligne. C'était un peu notre rôle au début. Et du coup, on a dû trouver des leviers qui permettaient de voir, de parler, de toucher des clients, et pour que les gens aussi se rendent compte qu'on n'était pas juste une plateforme en ligne dans le cloud, et qu'en fait, on était des vraies personnes. Il y avait un vrai produit, il y avait un vrai accompagnement, etc. etc. C'était le premier sujet. Deuxième sujet, c'était d'aller chercher de la croissance sur des leviers qu'on n'avait pas encore explorés, des leviers plus terrain, plus sales, peut-être moins masse. C'était pas des choses qu'on faisait en masse, peut-être des choses plus micro. Donc ça, c'était aussi un des gros enjeux. Et puis le troisième enjeu, c'était de trouver des leviers de croissance qui, pour le coup, allaient servir à Ornicar pour une fois que l'acquisition et la performance marketing allait arriver un peu à son, pas terme, mais en tout cas, allait commencer à bloquer parce que plus on avance et plus on gagne les parts de marché, plus le client d'après, il est super cher en perf marketing. Et donc, en fait, on voulait anticiper ce truc-là en disant, eh ben, on va arriver à faire baisser le CAC dès maintenant parce qu'on a d'autres leviers qui viennent agréger de la croissance par-dessus. Et pour le coup, on paiera un peu moins cher le candidat d'après, etc. etc. Tout ça pour dire que nous, l'équipe BizDev, on vend Ornicar à des gens qui vont le vendre. Voilà, ça c'est le leitmotiv. On a trois façons de le faire, trois leviers aujourd'hui. Un premier levier qui est les campus étudiants. Notre cible, elle est effectivement plutôt jeune. Et donc la question était où est-ce qu'on trouve des jeunes, et la réponse a été dans des campus. Et donc une fois qu'on a dit ça, il fallait qu'on arrive à trouver le moyen de toucher ces étudiants-là. Et on ne voulait pas les toucher un par un, on voulait toucher des entités ou des associations, des organismes, etc., qui, eux, avaient déjà une audience étudiante et qui, eux, pour le coup, pouvaient parler d'Ornicar de façon beaucoup plus crédible que nous, en tant qu'Ornicar. Donc aujourd'hui, on bosse avec des assos étudiantes qui, elles, vont porter le message d'Ornicar auprès de leurs écoles, leurs facs, etc., etc. On bosse avec des ambassadeurs qui sont des étudiants des écoles qui font la promotion Ornicar en plus de leurs études. Donc ces gens-là, on les recrute, on les onboard, on les forme, on les suit, on les objective, on les rend les plus performants possibles. Et donc ça, c'est pour la partie campus. Donc le rôle d'un BizDev côté campus, c'est de trouver les campus cibles en fonction de plein de critères. Localisation, le nombre d'étudiants, est-ce que c'est des gens plus âgés, parce que plus on est âgé, plus on a de chances d'avoir le permis. Donc on va peut-être pas forcément aller sur des Master 2 ou des gens qui ont 25 ans. Aussi pour savoir s'il y a déjà une autre auto-école qui est présente sur le campus. Enfin bref, il y a une espèce de segmentation en amont. Et une fois qu'on a segmenté, on va trouver les associations étudiantes avec qui on veut travailler, dealer des partenariats, les suivre, bien sûr, parce qu'une fois qu'on a dealé, il faut les suivre, recruter des ambassadeurs, les suivre aussi. Et du coup, on gère un peu le campus en autonomie en disant, voilà, je dépense tant, il faut que ça me rapporte tant. Et dans la longueur, il faut l'optimiser au maximum. Voilà. Donc, il y a une vraie gestion, il y a un vrai account management post-deal. Et Et, donc ça, comme, on l'optimise. et une question avant que tu continues sur le sujet. Comment tu fais pour mesurer justement le revenu qui est généré via tes campus? Quand les personnes s'inscrivent en ligne, tu as Ouais, un code promo. code promo? Ok. Ouais, code promo. On traque beaucoup de choses de code promo. Alors, c'est un peu inhérent au métier qu'on fait.
vu qu'on ne fait pas de performance marketing, on ne peut pas tout traquer. Mais même si avec les codes promo, c'est de mieux en mieux, on fait beaucoup d'UTM aussi quand c'est des communications online pour les assos ou autres. Donc on le traque comme ça. Et ensuite, on essaie toujours d'avoir un ROI qui soit intéressant sur chaque campus. Et en fait, on se permet de ne plus travailler avec des campus quand ça ne vend pas assez. Et on se permet de beaucoup plus investir sur des campus où là, on sait que potentiellement, ça rapporte beaucoup plus de ventes de notre côté. Donc ça, c'est pour la partie campus. C'est 3 personnes à temps plein sur ce sujet-là. Aujourd'hui, on travaille avec 200 campus en France. Et ça rapporte ça dépend des mois, mais entre 5 et 7% du CA d'Ornicar, la partie campus. Donc c'est beaucoup versus l'investissement argent qu'on y met, et beaucoup versus l'investissement humain qu'on y met aussi. Donc il y a un fort ROI sur ce sujet-là, donc ça c'est assez intéressant. Et deuxième sujet qu'on a, c'est les partenariats B2B, là où c'est plus mainstream, entre guillemets, où on va aller contacter d'autres boîtes qui auraient de l'intérêt à promouvoir Ornicar auprès de leurs clients, auprès de leurs partenaires. Typiquement, on essaie de chercher où est-ce qu'Ornicar peut avoir de la valeur. Et Ornicar a de la valeur pour des boîtes qui ont besoin d'avoir des gens, partenaires, clients ou autres, qui sont mobiles, qui ont une voiture, qui ont un permis, etc. Donc, c'est les agences d'intérim, c'est les plateformes de jogging, c'est les sites d'emploi, c'est en fait tous les gens qui font la promotion de la mobilité, du coût du travail, etc. Eux ont des intérêts à vendre Ornicar. Et donc nous, on va aller chercher ces gens-là, leur proposer de bosser avec nous et que eux fassent la promotion Ornicar auprès de leur cible et de leurs clients. Voilà. Et un troisième levier, qui lui est beaucoup plus classique encore, qui est, en fait, chez Ornicar, les gens s'inscrivent souvent au code dans un premier temps et ensuite passent à la conduite. Et on a des gros drops de conversion entre le code et la conduite. Et on a mis en place un levier tout simple dans l'idée, mais qui pour le coup marche très bien, c'est qu'on appelle les candidats à J+1 après leur examen du code. Et on les appelle pour leur dire c'est bravo, déjà, parce que c'est important. Et surtout, est-ce que la conduite s'est envisagée de ton côté? Comment ça se passe? Réassurer beaucoup. Parce qu'en fait, on s'est rendu compte qu'il y a beaucoup de gens qui passaient pas la conduite avec nous parce qu'ils n'avaient pas d'interaction humaine, ils ne comprenaient pas le produit, ils ne savaient pas plein de choses et ils n'osaient pas poser la question. Ils n'osaient pas, ou ils avaient la flemme, ou enfin peu importe. Et le fait de les appeler, ça fait bondir le taux de conversion sur une cohorte, sur la même cohorte, ça fait plus 15% de taux de conversion. Donc c'est énorme. Et donc ça, on est au début des tests, hein, mais c'est énorme parce que ça veut dire qu'en fait, c'est un levier qui marche. Et si on arrive à le scaler correctement et qu'on arrive à mettre des touchpoints orales dans le customer journey au fur et à mesure, et ben, on aura des vrais taux de conversion qui vont s'améliorer. Donc c'est super cool. Donc voilà, ça c'est l'équipe d'Ornicar, BizDev. Voilà ce qu'on fait. Et le but, c'est qu'on crée des leviers les uns après les autres pour essayer justement de créer de cette valeur et créer ce revenu pour Ornicar à chaque fois. Et justement, à partir de quel moment, en fait, vous avez vu, en fait, vous avez eu la nécessité en fait de construire cette équipe de BizDev? Toi, quand ils t'ont contacté ou quand tu les as contactés, est-ce Ouais. qu'il y avait déjà ce besoin qu'il y avait à mettre en place? En gros, comment est-ce que Benjamin et Flavien, qui sont les dirigeants d'Ornicar, m'ont vendu le poste? Ils m'ont dit il faut rendre local Ornicar. Voilà. Il faut arriver à rendre physiquement présent et local Ornicar. Voilà. Une fois parti de cette catchline-là, tu peux tout imaginer, quoi. Donc en fait, le besoin, il était effectivement de rendre tangible Ornicar. Après, dans l'opérationnel de comment est-ce qu'on le fait, il n'y avait pas toutes ces idées-là. Elles sont venues au fur et à mesure parce qu'on s'est dit, OK, c'est important d'aller sur la cible étudiante, c'est important d'aller sur la cible d'autres boîtes qui nous apportent de la valeur, c'est important de faire du call. Mais à la base, quand moi j'arrive, le premier défi, c'est les campus parce que nos concurrents historiques le font. Voilà. Et du coup, on sait que ça marche et du coup, on sait qu'il faut le faire. Voilà. Et du coup, on l'a fait en premier. Et une fois qu'on a fait ça, on a dit, OK, bah, une fois que ça s'est fait, il faudra qu'on passe à d'autres leviers. Et c'est là où on a commencé à se positionner comme un peu un levier studio, quoi, tu vois, d'essayer de créer des leviers à chaque fois. Et dès le départ, on s'est dit, bah voilà, c'est le rôle de l'équipe BizDev, c'est d'arriver à générer des leviers qui vont structurellement changer en Ornicar, parce que les partenariats qu'on fait, potentiellement, ça peut changer le produit, ça peut changer la façon dont on le vend, ça peut foncer. Voilà. Et c'est nous qui sommes un peu ces relations extérieures avec Ornicar. Voilà. C'est un peu ça notre rôle. Et du coup, tu disais, donc, pour revenir sur la partie, la conversion du code au permis, Ouais. à quel moment, ça fait combien de temps en fait que vous avez commencé à travailler sur ça, d'avoir ton équipe qui s'occupe d'appeler justement les... Alors, le sujet de conversion code et conduite, il est chez Ornicar depuis toujours. Ça a toujours été un problème. Et nous,
En gros, on n'a pas été sollicité, mais en tout cas, on a essayé d'aborder le sujet parce qu'on a fait des premiers tests, nous, côté BizDev, un peu à l'arrache, pas forcément structuré, etc. Mais on voulait appeler des candidats pour déjà avoir du feedback. Pour déjà, voilà, et plus on appelait, plus on se rendait compte qu'en fait, il y a plein de gens qui ne comprenaient pas le produit forcément très bien, qui avaient peur, qui n'avaient pas confiance, etc. Et du coup, on s'est dit, OK, en fait, il y a peut-être un besoin de réassurance qu'on ne donne pas aujourd'hui assez. Et du coup, on va tester ce truc-là. Et du coup, la vraie question, c'était quand est-ce qu'on doit appeler? Parce que si on appelle avant l'examen, potentiellement, les gens sont peut-être pas ouverts à la discussion, parce qu'ils sont focus sur l'examen et qu'ils ne voient pas le bout du tunnel. Trop tard après l'examen, les gens ont peut-être déjà choisi notre auto-école, ou la nôtre, ou peu importe. Et donc, en fait, le momentum, il s'est retrouvé à J+1 parce que, OK, c'était la veille, c'est encore frais, donc du coup, je me rappelle, etc. Et puis, j'ai pas forcément encore choisi mon auto-école. Donc ça, on l'a su très rapidement. Et du coup, ça fait ouais, un peu plus d'un mois là maintenant. Alors, c'est plus compliqué avec le confinement et avec l'arrêt des activités, mais en tout cas, un mois avant le confinement, on avait commencé à le faire. Et on avait déjà eu ces bons résultats. Donc là, on a arrêté parce qu'effectivement, il n'y a plus d'examen du code. Donc on peut plus avoir cette cohorte-là. Mais on reprendra une fois que le confinement sera terminé pour essayer d'aller craquer à ce sujet-là. Ouais, Ah ouais, donc c'est tout frais en fait. ouais, c'est C'est... tout frais. C'est tout Ok. frais. Ouais, ouais, c'est tout frais. C'est tout frais. En fait, historiquement, chez Handicap, quand il y a quelqu'un qui se sign up, donc je parle de ça il y a 5 6 ans, on les appelait, mais à l'époque, on avait 10 sign-up par jour. Aujourd'hui, on a 1500 sign-up par jour, donc c'est impossible de le faire. Mais on essaie de reprendre un peu cette mécanique-là de, en fait, peut-être que les gens ont besoin juste d'avoir un conseiller en ICA au téléphone. Et on a un service client incroyable qui est super réactif, mais ça, c'est une fois qu'on est client. Avant d'être client, aujourd'hui, il n'y a, pas de possibilité de parler avec Handicap au-delà d'un chat ou au-delà d'un mail. Et pour un produit comme le nôtre, qui est déjà d'une très mass market, donc ça touche tout le monde. Et de deux, qui est un produit qui est historiquement ancré dans les mœurs comme un truc, bah, c'est une auto-école, quoi. Une auto-école, le permis, c'est je rentre dans un auto-école, je serre la main au gérant et je dis bonjour à Cathy qui est à l'accueil, qui fait secrétaire. Mais en fait, il n'y avait pas cette compréhension du produit assez et on s'est dit, OK, en fait, finalement, peut-être que c'est juste une question de réassurance qui prend. En fait, nos calls durent 5 minutes, hein, mais ça a une conversion monstrueuse parce qu'ils se disent, OK, bah, si j'ai un problème, je sais qu'il y a tel numéro, R1, machin, etc., etc. Et ça rassure tout de suite, en fait. Et pour les boîtes B2C au sens large, alors nous, il se trouve qu'on a un panier moyen qui est élevé parce que le permis, c'est cher. Enfin, même si c'est moins cher chez nous, ça reste cher. Donc les gens ont besoin de rassurer. Mais pour n'importe quel type de produit, en vrai, je suis assez convaincu que ce genre de réassurance-là, elle est nécessaire. Ouais. Ça coûte combien le permis chez vous en Ça coûte comparaison d'une auto-école? 749 €. 749. Ouais, c'est 2 fois moins cher qu'en auto-école. Donc ça reste beaucoup moins cher, mais ça reste une somme pour tout le monde. Et ça, on le comprend parfaitement. Et pour mettre de l'argent, cette somme d'argent-là sur un site internet, il faut avoir confiance. Et encore plus pour le permis. Je pense que le permis, c'est un des produits les plus stressants. Voilà. Je pense que il y a des gens très, très pragmatiques et très, très rationnels qui pètent un câble avec le permis, qui deviennent complètement stressés, complètement. Voilà. Et donc, du coup, et ça rajoute un stress de le payer en ligne. Voilà. Donc, du coup, il faut essayer de convaincre un peu ces gens-là que tout va bien et que ça va bien se passer. Et du coup, tu disais tout à l'heure donc, enfin, que tu as commencé, tu as dû créer l'équipe. Ouais. Ça s'est passé comment justement ton premier recrutement? Au début, j'ai commencé avec 2 stagiaires, Lucas et Nico. Mes premiers recrutements, c'était pour la partie campus, parce qu'à l'époque, on n'avait que la partie campus en levier. Donc, j'ai cherché des gens qui connaissaient, qui étaient étudiants dans des campus. C'est le plus simple parce que du coup, tu comprends beaucoup mieux la cible et tu comprends beaucoup mieux pourquoi on le fait. Et qui avaient soit une expérience dans le recrutement, parce que je cherchais des gens qui puissent recruter des ambassadeurs, soit une expérience de commercial, entre guillemets, B2B ou comme ça. Voilà. Parce que je cherchais, en fait, ça reste du B2B parce que tu t'adresses à des entreprises, entre guillemets, mais c'est des assos. Et donc, j'ai cherché ces profils-là. Et dès le départ, en fait, j'ai essayé de chercher des profils qui n'étaient pas que des très bons vendeurs. Pour justement, parce que j'anticipais aussi, je savais très bien que le levier, ce ne serait pas de la vente, ça ne serait pas du call call, ça serait pas, on n'allait pas closer des deals, on n'est pas. Il y avait vraiment ce travail de structuration, de réflexion, d'optimisation, et d'où chercher des gens qui pouvaient s'organiser, qui avaient la tête bien faite, pour justement comprendre tout l'enjeu du sujet. Donc ça, c'était les premiers recrutements. Et ensuite, en fait, globalement, j'ai recruté tout le monde sur la partie campus. Et en fait, il se trouve que les campus, à la base, ils étaient 5. Aujourd'hui, ils sont plus que 3. Et les 2 personnes qui étaient sur les campus sont parties côté partenariat. Donc, en fait, j'essayais de
faire en sorte que chacun puisse avoir l'impact là où il en a le plus. Et donc, du coup, toute l'équipe que j'ai montée, elle est ultra polyvalente, qui lui permet de pouvoir changer de levier quand le business le demande, quand je sais pas, la situation le demande, et les envies aussi, qui puissent changer de levier au fur et à mesure. En fait, c'est pas des spécialistes des campus, c'est pas des spécialistes des partenariats, c'est pas des spécialistes du call call, c'est des gens très polyvalents et qui, du coup, et j'ai cherché cette polyvalence-là parce que je savais très bien qu'ils feraient autre chose. Voilà. Et donc, dès le départ, ça a été un critère pour moi d'avoir des gens qui soient ultra polyvalents et qui sachent faire plein d'autres choses que juste vendre, quoi. Et donc là, vous êtes combien aujourd'hui dans ton équipe? 5 plus moi, donc 5 plus 6. toi? 6. Ouais. Ok. Et justement, dans l'épisode que tu as fait avec Dreamcatcher Sales, j'avais entendu que pour toi, justement, il y a une différence entre business et vendeur. Ouais. C'est quoi justement la différence? Bah, en fait, je pense que c'est pas pour rien qu'on a donné un nom à ce truc-là. Moi, j'ai souvent entendu des gars dire business developer, c'est commercial, mais qui a fait bac plus 5. Alors, d'une, c'est faux. Et de deux, je pense vraiment que derrière le mot business developer, il faut remettre enfin, c'est pas pour rien que c'est pas le même sens que sales, en fait. Enfin, en fait, quand on dit business developer, pour moi, il faut prendre le sens littéral, c'est développer du business. OK. Mais pour développer du business, il y a plein de façons de le faire. La vente en est un. Je sais pas, la chasse en est une, les partenariats en sont un autre, le marketing en est un autre, etc. etc., etc. Et c'est pour ça que j'en parlais, je sais plus avec qui, il n'y a pas longtemps, de business developer full stack, un peu comme un dev, mais en fait qui saurait faire plein de trucs différents. Et pour moi, et sans du tout dénigrer le métier de sales, qui est un très beau métier, qui doit exister dans les boîtes, etc., c'est deux fonctions différentes. Pour moi, un sales, il a un but, c'est de vendre. Et le business developer, il a un but, c'est de développer le business. Alors peut-être que les deux se croisent, peut-être que les deux travaillent ensemble, peut-être que c'est le même métier dans certaines boîtes. En tout cas, chez Handicap, ce n'est pas le cas parce que on a une vraie plus-value dans le fait de créer et d'imaginer des leviers et du coup dans le prendre dans son ensemble. Aujourd'hui, chez Handicap, dans mon équipe, on fait du design, on fait du marketing, on fait du growth, on fait du sales, on fait plein de choses qui, in fine, bien sûr, développent du business et du coup génèrent du revenu. Voilà. Et donc, c'est pour ça que ça a une vraie différence. Et je pense que du coup, les gens ont besoin de comprendre cette différence-là parce que moi, j'ai encore des gens qui me disent oui, mais BizDev, c'est faire du code toute la journée dans une salle obscure et remplir un Excel. Bah, peut-être, dans certaines boîtes, peut-être, mais en tout cas, dans 80% des boîtes que je connais, c'est pas le cas. Et du coup, ça donne une espèce d'image du BizDev ou du sales qui est c'est répétitif, c'est la même chose, c'est des gros bullshitters, ils vendraient leurs cousins pour décrocher un rendez-vous, etc. Alors que c'est pas le cas, en fait. Et je pense que les gens ont besoin de mieux comprendre ce métier-là, à mon avis. Et justement, enfin, pour revenir sur ce que tu disais sur que les gens ils voient ça comme faire du code toute la journée. Par exemple, pour toi, je sais que bah, ton équipe, enfin la personne qui gère la conversion du code au permis, bah, Ouais, en soi, c'est pas du call qui est fait parce qu'elle vous connaît non, déjà. Et non, justement, c'est comme ce que tu disais tout à l'heure, c'est pour rassurer les gens et c'est aussi bah, pour les aider. Enfin, moi, la vente, je vois plus ça comme de l'aide plutôt ouais, que d'arriver pour faire chier tes prospects. Parce complètement. que toi, tu es là. Là, justement, en fait, je suis en train de bosser sur mes séquences d'emails Mhm. et je suis beaucoup en train de travailler sur bah, les problèmes qu'il y a sur le marché et Ouais. justement pour le faire voir aux prospects des problèmes bah, qui savent peut-être pas qu'ils ont ces problèmes-là. Et Mhm. bah, nous, on est là pour dire, bah, nous, justement, on est là pour t'aider à résoudre ces problèmes. Et Complètement. Ouais, je vois pas complètement. ça du tout comme une image bah, du vendeur qui arrive pour faire chier ses prospects parce que Mhm. je pense que j'avais cette image-là en fait du vendeur quand j'ai fait mon stage en première année d'IUT dans un plateau de télémarketing où justement euh, on était là bah, pour appeler une liste de... Bah, là c'était des prospects B2C pour vendre des Mhm. rendez-vous comment c'était? Des produits financiers. Et la Ok, liste, elle avait 5 ans. C'était des personnes qui avaient rempli un formulaire il y a 5 ans. Donc imagine, tu ok. appelles des personnes qui ont rempli un formulaire il y a 5 ans. Ah ouais, ouais, Voilà, c'est clair. ça, bien sûr, tu as cette image-là, tu te dis, bah, je vais jamais faire de Jamais la la vie. vente. Ouais, Jamais de la vie. Mhm. C'est clair. Et, C'est euh, c'est sûr. et du coup, pour toi, pourquoi l'image des business, c'est un sujet qui est important? C'est important parce que euh, en fait, on est les premiers métiers qui sont recrutés dans une boîte.
et on est aussi les premiers métiers qui disparaissent dans une boîte quand ça va pas très bien. En gros, là, la fonction commerciale et la fonction business sales, c'est un peu la variable d'ajustement de plein de boîtes. Euh, et du coup, dans la un peu crise qu'on est actuellement, je pressens un peu le truc de on se sépare des forces commerciales parce que on laisse passer la crise et puis on verra plus tard. Et du coup, je trouve que dans ces moments-là, c'est justement le dernier moment pour se dévaloriser et pour se dire, bah, moi, je sers que à vendre, je sers que à ça. Et du coup, d'aller proposer aux boîtes d'autres façons de travailler et d'autres valeurs et d'autres valeurs ajoutées qu'on peut apporter. Et enfin, dans le contexte, ça prévaut, mais ça prévaut pour tout le temps. Globalement, moi, aujourd'hui, quand je veux recruter quelqu'un, s'il me dit, j'ai je suis dynamique, j'ai un très bon discours à l'oral et euh, moi, quand j'étais plus jeune, je vendais de la limonade sur un stand. Ça m'intéresse pas en fait. Ça m'intéresse pas. J'ai envie qu'il me raconte qu'il a essayé de faire du design, j'ai envie qu'il me raconte qu'il a essayé de faire une landing page, qu'il a essayé de, je sais pas, de faire autre chose, quoi, de faire du market, de faire. Et en fait, je trouve qu'on se cantonne beaucoup trop à quelque chose et à la fin, on se dit, ah, mais en fait, je peux rien faire d'autre, etc., etc. Moi, j'ai des gens que je connais qui font des carrières dans le sales, dans le business dev, etc., et qui à la fin se disent, ok, mais si je veux changer de métier, je peux pas. En fait, je peux pas parce que je me suis trop embourbé dans un rôle de sales, etc. Et j'arrive pas à changer de métier parce que bah, je sais pas faire grand chose d'autre, quoi. Et alors, on peut être très très bon et très spécialisé. Et dans ce cas-là, on est une vraie rockstar. Mais pour ceux qui sont un peu moins rockstar que ça, et ben ça devient plus compliqué après, quoi. Donc, moi, je trouve qu'on se souvent trop. Euh, et je suis assez partisan de dire on sait faire plein d'autres trucs et de montrer aux boîtes que du coup, quand ils recrutent un business dev, ils ne recrutent pas qu'un bon vendeur, ils recrutent un très bon marketeur, un très bon gros, un très bon chef de projet, un très bon. Voilà. Et tout ça, il faut le mettre en avant beaucoup plus, encore plus maintenant, je pense. Ça vaudrait le coup de le faire. Ah, en gros, tu cherches des gens qui ont la fibre entrepreneuriale, Oui, en qui fait, touchent à ouais, tout. c'est un peu ça, c'est un peu ça. Mais je C'est... pense que ça, c'est un biais pour moi parce que Ouais. j'ai essayé de monter une boîte et que du coup, je cherche un peu des gens qui peuvent des débrouillards en fait. Et ça, Qui c'est dépendent pas de effectivement le l'équipe propre de. marketing ou du Ouais, designer pour faire les choses. encore une fois, je pense que on touche à des sujets quand les autres services n'ont pas le temps de s'occuper de ces sujets-là pour nous, ou quand on n'a pas la bande passante pour le faire. Pourquoi est-ce qu'on a fait un peu de design? Parce que le service design chez Arnicar, il a plein d'autres sujets et on n'est pas forcément prioritaire. Pourquoi on a fait des landings? Parce que ça ne permet pas de passer par le produit. Pourquoi est-ce qu'on a fait des Facebook Ads? Ça ne permet pas de passer par le service performance marketing. En fait, c'est à chaque fois de dire on est autonome et on teste d'abord les trucs. Et si ça fonctionne et si on voit que ça a de l'attraction, là, par contre, on intègre des gens qui sont experts sur le sujet. Mais en tout cas, un peu on est un peu touche à tout en étant spécialisé. Voilà. Et ça, c'est super cool, je trouve, d'arriver à avoir. C'est un peu. Il y a une matrice, je ne sais plus qui l'a inventée, mais T-shaped, en gros, c'est tu es spécialisé dans un domaine, mais par contre, tu n'es pas expert, mais tu connais plein d'autres sujets. Voilà. Et en fait, c'est ça qu'on cherche. En fait, c'est des gens qui sont experts sur un sujet, mais qui en connaissent plein d'autres. Voilà. Et ça, ces gens-là, ils ont une super valeur parce que ça veut dire qu'ils sont très bons dans quelque chose sur lequel on peut compter sur eux. Et on sait aussi qu'ils peuvent nous apporter plein d'autres sujets, plein d'autres valeurs dans une entreprise, quoi. Ah bah, c'est clair. Je pense que c'est comme ce que tu dis, c'est ce qui fait la différence actuellement bah, pour vous. Donc je t'avoue qu'on est sur un état d'esprit un peu différent. Mhm. On est justement, on a les postes très marqués dans l'équipe. Et justement, bah, on a l'équipe de prospection. Bon, après, comme on est sur un produit différent aussi, Ouais, ça explique un peu aussi ça. Mais par exemple, pour l'équipe prospection, je sais que chaque personne est capable de gérer, d'avoir sa liste d'emails, de récupérer les emails et tout. Mais on a quand même une personne qui nous aide sur ça pour que l'équipe de prospection elle soit vraiment focus sur les activités qui génèrent du bien revenu sûr. et pas créer des listes. Parce que créer des listes, c'est bien, ceux qui savent le faire. Mais en Mhm. soi, moi, ça m'intéresse plus d'avoir mon équipe qui passe 2-3 heures de plus par jour à prospecter que créer des listes. Donc Ouais, bien sûr. après, bien sûr, si la personne sait le faire, bah, c'est très bien parce que comme ça, ça dépend pas de la personne Mhm. qui doit lui faire sa liste. Et voilà. Donc, et après, en fait, j'avais une autre question. Donc, Dis-moi. tu disais que euh, l'image en fait des business, bah, elle est un peu biaisée. Enfin, les gens, ils ont une image un peu Mhm. mauvaise image bah, des vendeurs. Donc, qu'est-ce que tu fais en fait avec ton équipe aujourd'hui pour changer ça dans les relations qu'ils ont avec bah, les prospects ou les campus étudiants?
Euh, J'essaye, en fait, moi, l'idée, c'est que c'est un peu particulier encore une fois, parce qu'on est dans une boîte B2C, etc. Et donc, on n'a pas cette relation B2B avec d'autres boîtes en ayant la casquette du vendeur. Et ça, c'est assez agréable parce que du coup, quand on arrive, on n'est pas catalogué. Donc, ça, c'est une vraie chance pour nous. Je pense que c'est une question vraiment de posture. Et moi, j'en parle assez fréquemment avec mes équipes, mais je suis assez partisan du naturel parce que je pense sincèrement que plus on est naturel dans une relation commerciale, plus ça marche, déjà d'une, et de deux, moins les gens vont se dire, OK, il a mis sa casquette de vendeur, là, il va me vendre sa sauce, etc. etc. Et je pense que, et c'est des choses toutes bêtes, hein, mais moi, la première phrase que je dis au téléphone à chaque fois, c'est j'espère que vous allez bien. Et il y a des gens qui m'ont dit, mais pourquoi tu dis ça? Parce que c'est comme si j'appelais mon cousin ou un pote, ou voilà, j'espère que tu vas bien. Et en fait, parce que je ne veux pas parler au téléphone avec un prospect pas comme je parle dans la vraie vie. Enfin, moi, je parle dans la vraie vie comme ça. Donc, je parle avec les gens avec qui je bosse comme ça. Et en fait, et je me suis rendu compte que les gens avec qui je faisais le plus de business, c'est les gens avec qui je m'entendais le mieux. Et je leur ai souvent dit dans mes équipes qu'il fallait qu'on tende le plus vers l'amitié, sans pour autant le devenir, mais il faut tendre vers. Et pour tendre vers l'amitié, il faut effectivement être naturel, il faut avoir des attentions, il faut aider aussi beaucoup, parce que nous, on aide beaucoup de gens hors business. On bosse avec des assos étudiantes qui ont des problèmes de cash, qui ont des problèmes de partenariat, et ben on les aide. C'est pas notre rôle, mais on les aide. Et à la fin, on sait ils vont nous préférer, nous, à un concurrent. Voilà. Et en fait, il y a cette relation-là. Je pense qu'il faut sortir de cette relation commerciale de OK, bah, moi, je suis Erwan, je suis commercial, je vais te vendre quelque chose. Si tu acceptes, tant mieux. Si tu acceptes pas, je te parle plus. Bah, non, en fait, moi, nous, le but, c'est que la relation, elle dure. Et pour la relation, elle dure, il faut qu'on soit la plus profonde possible. Et pour avoir une relation profonde, je pense, en tout cas, c'est une conviction, qu'il faut être naturel et qu'il faut être la personne qu'on est dans la vraie vie, il faut l'être aussi quand on a ce rôle commercial-là. Ça, je pense que c'est un vrai, vrai sujet parce que moi, je reçois des mails de prospection, je reçois des calls de prospection et, et je ne peux pas m'empêcher à chaque fois, c'est plus fort que moi. À chaque fois, je dis est-ce qu'on peut se tutoyer? J'espère que tu vas bien. Du coup, toi, tu fais quoi comme métier? Machin, etc. En fait, de remettre un tout petit peu de naturel dans la relation, ça permet tout de suite à la personne de se dire ok, bon, bah, je suis plus tranquille. C'est un vrai échange plutôt que. Moi, j'ai eu des gens stressés au téléphone, de m'appeler, etc. Enfin, moi, je suis partisan de ça, du naturel, quoi. Et je sais que c'est compliqué parce qu'on se dit faut mettre une casquette, faut mettre une. Voilà, faut se mettre dans un rôle. Et moi, justement, j'essaie de ne pas me mettre dans un rôle, d'avoir le même rôle que dans la vie de tous les jours, quoi. Ah bah c'est ça, de toute façon, enfin, comme ce que tu es en train de dire, en fait, le rôle de sales, bah, c'est de créer des relations. Et Complètement. généralement, c'est en étant naturel parce que bah, une personne qui est stressée quand elle t'appelle, je pense que c'est une personne qui est en train de débuter et qui n'a Ouais, pas fait beaucoup d'appels. Donc ouais. c'est normal. Après, nous, je pense que comme on est passé par là, comment Ouais, dire, peut-être. enfin, nous, tu vas le comprendre. Mais Hmm. par exemple, avoir un vendeur, enfin, justement, qui commence, enfin, ou un business qui commence à appeler un directeur financier qui a déjà enfin, 20 ans, 30 ans Hmm. d'expérience. Hmm. Par contre, ça c'est au niveau de l'image de marque, c'est pas terrible. Mais comme tu disais tout à l'heure, en fait, créer, en fait, être à l'aise et être comme si tu étais dans ta vie de tous les jours, Hmm. bah, ça crée la différence. Et je pense qu'au niveau de ton image de marque, déjà, c'est déjà bon. Parce que, enfin, comme tu Ouais, disais, vous, ça vous aide d'avoir ton équipe de BizDev à, à créer bah, de la notoriété. Et justement, et à créer la mhm. confiance en santé bah, de vos clients et prospects. Donc, Ouais, je pense que complètement. enfin, ça fait clairement la différence. Ouais, je suis assez convaincu de ça. Ouais. Et comment tu fais en fait, enfin, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil bah, à un autre directeur commercial, justement, pour changer ça? Euh, j'ai toujours eu du mal parce que je trouve que j'ai trop peu d'expérience par rapport à d'autres sur des fonctions comme ça. Mais moi en tout cas, du recul que j'ai sur les 2 ans que j'ai sur Nicar, parce que c'est mon premier rôle managérial aussi, donc j'apprends beaucoup et je suis encore en train d'apprendre. C'est que je m'attarde beaucoup à avoir des relations profondes avec les gens avec qui je travaille. Parce que je suis certain que plus je connais la personne, mieux je peux l'aider. Parce que moi, mon rôle chez Handicap, c'est d'aider mon équipe. C'est pas de leur dire quoi faire, c'est pas de quoi que ce soit, c'est de les aider. Et pour les aider, il faut que je comprenne comment est-ce qu'ils travaillent, je comprenne où sont leurs difficultés, là, leurs points forts, etc. Et donc, je passe beaucoup de temps, mais vraiment beaucoup de temps, à essayer de comprendre et à leur parler, et essayer de comprendre comment est-ce qu'ils travaillent, et du coup, d'avoir la meilleure vision possible
de ce qu'ils font, parce que sans ça, je suis incapable de leur dire, bah, ça serait mieux que tu fasses ça, ou change tel discours, ou évite ce genre de choses-là, etc. Parce que si j'ai pas le contexte, et si j'ai pas tout l'aperçu de ce qu'ils font, je me sens pas légitime de le faire. Donc en tout cas, d'aller dans la profondeur des choses avec les gens avec qui je travaille, c'est important pour moi. Et après, il y a l'idée par l'exemple. Si demain je dis à tout le monde d'être naturel et qu'au téléphone ou en rendez-vous, je ne suis pas naturel, bah, mon discours il est biaisé. En fait, tout ce que je leur dis, tout ce que je leur donne comme conseil, si je ne les applique pas à moi-même, et s'ils ne le voient pas quand je le fais, ils vont se dire, bah, il est bien mignon, mais en fait, il conseille quelque chose que lui-même ne fait pas, quoi. Donc il y a ce rôle-là, et je pense que ce rôle-là, il est super important. Et moi, je suis très partisan des directeurs commerciaux qui font. Moi, j'ai toujours un rôle opérationnel et j'ai beaucoup de rôles opérationnels. Et toute ma vie, j'aurai un rôle opérationnel parce que j'ai envie de le faire et parce que je me sens beaucoup plus légitime d'aider les autres en faisant avec eux plutôt qu'en les regardant faire. Et donc, du coup, je pense sincèrement qu'un très bon directeur commercial, il fait aussi. Alors, il a un rôle managérial, certes, mais il faut qu'il fasse, parce que sinon, il ne sera pas légitime et il comprendra moins bien. Il sera décoré du terrain, il comprendra moins bien pourquoi ça réussit ou ça réussit pas, quoi. Ah, c'est ça, généralement, c'est ceux qui sont aussi sur le terrain et qui testent avec son équipe et qui montrent, bah, oui, bah, bien sûr, enfin, bah, toi aussi, t'es peut-être le directeur, mais t'es passé par là aussi. Et Ouais, faut, comme tu dis, tu fais ça en lidant par l'exemple. ouais, exactement. Donc, on arrive sur la fin justement de l'interview. On va passer sur les questions un peu plus généralistes sur la vente. Ouais. Donc, première question, ça va être en contenu, ressources, qu'est-ce que tu lis ou écoutes et qu'est-ce qui a le plus influencé ta vie de commercial? J'écoute pas mal de podcasts. J'écoutais le tien, j'écoute toujours le tien, ça c'est cool. Euh, Pas mal de podcasts américains aussi. T'écoutes lequel? J'écoute Surf and Sales, là récemment, j'ai découvert ça. Ouais, il est top, hein, Surf and Sales. Ouais, je connaissais pas du tout, et en fait le nom m'a attiré, voilà, j'avoue. Et là, je l'ai écouté et je trouve ça très cool. Je trouve ça très cool et très intéressant. Ça change un peu, je trouve. Je lis beaucoup saleshacker.com. Euh, il y a beaucoup de contenu, notamment en ce moment, avec beaucoup de webinars, beaucoup de lives, beaucoup de podcasts. Alors, c'est très, très américain. Donc, c'est comment tripler son revenu en 3 jours grâce à ce simple hack. Voilà. Mais il faut le décorréler un peu de ça. Mais au fond, c'est du très bon contenu. Il y a beaucoup, beaucoup de choses. Et il y a surtout une grosse communauté. Donc, ça, c'est très cool. Je suis sur un Slack qui s'appelle Gros Hacking France, qui pour moi est une source d'infos, d'outils, de tests incroyables, parce il y a quasiment 3000 personnes sur le Slack, et donc on s'échange beaucoup, beaucoup de choses, donc ça c'est très très cool. Et puis sinon, le livre qui a le plus influencé ma vie commerciale, c'est Comment se faire des amis de Dale Carnegie, qui pour moi, même pas ma vie de commercial, ma vie tout court. Je suis un grand, grand timide, ça se voit pas comme ça, mais je suis un grand timide. Et ce livre-là m'a libéré d'un truc, et je le relis souvent parce que ça reste pour moi un truc important. Et j'essaye au maximum d'appliquer ça dans la vie de tous les jours parce que je pense que ça change la vie des gens profondément. Ça n'a pas changé la mienne, mais en tout cas, ça m'a vraiment ouvert les yeux sur plein de trucs. Et j'aurais jamais fait ce métier que je suis en train de faire si j'avais sûrement pas lu ce livre-là, parce que j'aurais pas eu le courage, entre guillemets, de le faire. Il y a 5 ans, j'aurais jamais appelé quelqu'un au téléphone sans qu'il m'ait donné un rendez-vous. Voilà. Ça ne serait jamais arrivé. Aujourd'hui, c'est dans mon quotidien, donc voilà. Et c'est un peu aussi grâce à ce livre. Le livre, je l'ai pas encore lu. Je l'ai sur la liste, mais il faut que je le lise. Ouais, bon, Euh, c'est facile, hein. Ça se lit facile. ouais, ok. Bah. Les outils que tu utilises, enfin que vous utilisez Il y en a chez beaucoup. Arnica. Les principaux, on a Polymail comme client mail dans l'équipe BizDev, qui pour moi est le client mail le plus puissant du marché, qui fait plein, 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 plein de trucs et qui est pas très, très cher. On utilise Zapier beaucoup. On connecte beaucoup, beaucoup de choses entre elles. On connecte du Trello, on connecte du Slack, on connecte du Drop Contact, on connecte du Hunter.io, on connecte des choses comme ça pour essayer de faire de la lead gen. On utilise Typeform beaucoup pour récolter du lead, pour récolter des leads de jeux concours aussi. On fait beaucoup de jeux concours, donc on en récupère beaucoup avec ça. Instapage pour faire des landings. On a fait 5 landings côté campus, on a tous fait avec Instapage. Voilà, Phantom Buster pour du scrap. Voilà, c'est ceux auxquels je pense là comme ça.
Non, c'est pas mal. Bonne petite liste. Ouais. Et on arrive sur la dernière question justement de l'entretien. Donc c'est quel conseil donnerais-tu à une personne motivée qui est sur le point d'entrer dans le monde de la vente? Euh, je lui conseillerais de ne pas attendre d'être en entreprise pour faire quoi, pour faire de la vente ou pour faire quelque chose. Je pense qu'aujourd'hui, il y a plein de moyens de tester ses compétences en vente ou de tester ses compétences commerciales sans être en entreprise. Moi, là, du coup, avec le confinement, j'en ai profité, mais je suis beaucoup sur Grailed, qui est une plateforme un peu comme Vinted, mais aux US, d'achat-revente de vêtements. Et je vois des gars euh, qui sont extrêmement forts en marketing, extrêmement forts en vente, parce qu'ils marketent bien leurs produits, ils me font une petite offre promotionnelle, ils me rappellent 3 jours plus tard, etc. etc., etc. Et c'est des gens qui juste vendent des vêtements sur Internet. Et en fait, je trouve qu'il y a trop d'opportunités pour tester ces skills de vente. Vinted en est un, Le Bon Coin en est un. Essayer d'aller vendre des produits à des gens, et bah, pas besoin d'être entreprise pour le faire. Il y a juste besoin de prendre un produit et de le vendre, voilà. Ou d'en créer un, ou d'en acheter un puis de le revendre, etc. Et du coup, de ne pas attendre d'être en entreprise. Parce que effectivement, notre entreprise, c'est plus simple parce qu'on a le produit, on a les moyens, on a la crédibilité, etc. Mais je trouve que même moi, en entretien, quand j'ai quelqu'un qui a déjà fait des choses pour lui, enfin perso, sans être dans une boîte, ça vaut toutes les expériences du monde, toutes les écoles du monde, tous les stages du monde. C'est de faire par soi-même. Je trouve ça super important et je pense qu'il y a pas mal de gens qui se disent bah ouais, mais il faut que j'attende notre entreprise pour vraiment être sûr que ça me plaît. Je pense qu'il y a d'autres façons de le faire et sans forcément attendre notre entreprise. Bah, merci pour le conseil et pour ceux qui écoutent justement. Donc, merci beaucoup aussi pour ton Je t'en temps, prie. pour aujourd'hui. Et s'il y a des personnes en fait, qui ont écouté l'épisode et qui veulent te contacter, où est-ce qu'elles peuvent te contacter? LinkedIn, Erwan Gauthier, par mail, erwan@ornicar.com. Voilà, Ok, bah je parfait. répondrai. Ça marche. Bah écoute, Erwan, je te remercie et je te dis à bientôt. Super, merci beaucoup, Eric, à bientôt. Ouais, ciao. Ciao. Merci d'avoir écouté cet épisode de The Sales Game. Si t'aimes le podcast, abonne-toi, laisse un commentaire ou une note, partage-le avec tes potes, fais-le écouter à ta mère, en gros, fais-en ce que tu veux. Et ça serait top aussi si tu pouvais m'aider à le partager. On se revoit dans le prochain épisode. Ciao!